Nous avons dit tout à l'heure que deux classes d'équivalence cinématique étaient en liaison s'il y avait un contact entre elles. Maintenant, il va falloir être capable de proposer un modèle de liaison compte tenu de certains critères lorsque j'ai deux solides qui sont en liaison. Alors, comment peut-on déterminer la liaison qui existe entre deux classes d'équivalence cinématique? Maintenant, si on parle de solide ou de classe d'équivalence cinématique, on considérera que c'est la même chose. On considérera que deux solides en encastrement constituent une seule et même classe d'équivalence cinématique. Et on parlera alors souvent d'un seul solide, par abus de langage. Alors, comment peut-on déterminer les liaisons élémentaires entre plusieurs solides? Soit on analyse les surfaces fonctionnelles en contact, soit on analyse les degrés de liberté, parce qu'on peut constater que tel ou tel mouvement est possible. Prenons un exemple, la liaison ponctuelle, qu'on appelle aussi cylindre plan. Cette liaison correspond à une balle posée sur un plan. Les surfaces fonctionnelles sont ici une surface sphérique sur une surface plane. J'ai donc, par analyse des surfaces fonctionnelles, une liaison ponctuelle. Je peux aussi observer les degrés de liberté. Je peux me translater suivant x et y dans cet exemple et tourner dans tous les sens. Je peux tourner dans toutes les directions. J'ai donc soit les 5 degrés de liberté observés, c'est-à-dire 2 translations, 3 rotations, soit les surfaces fonctionnelles en contact, sphérique sur plan, et alors je peux reconnaître une liaison ponctuelle. Continuons, les liaisons standards, les liaisons élémentaires à connaître par cœur. J'ai ici la liaison sphère-cylindre. J'ai une sphère dans une surface cylindrique, j'ai donc 4 degrés de liberté, une seule translation, mais 3 rotations. Donc soit je repère les degrés de liberté, soit les surfaces fonctionnelles en contact. Surface rectiligne, c'est-à-dire un cylindre sur un plan, j'ai 4 degrés de liberté, 2 translations, 2 rotations. La liaison rotule, c'est-à-dire sphère-sphère, j'ai quoi? J'ai 3 rotations possibles, mais aucune translation. La sphère étant bloquée dans l'autre sphère. La liaison appui-plan, c'est-à-dire plan sur plan, j'ai une rotation et 2 translations, ce qui me constitue 3 degrés de liberté. Mon plan peut tourner, d'accord? C'est cette tablette sur la table. Je peux la tourner, la translater comme ça. Ce sont les seuls mouvements possibles. La liaison pivot-glissant, c'est une liaison cylindre-cylindre. J'ai quoi? J'ai simplement une translation plus une rotation, suivant le même axe, donc 2 degrés de liberté. La sphérique à doigts, beaucoup plus rare, qu'on croise rarement, où je n'ai ici que 2 rotations possibles. D'accord? Je peux tourner comme ça, ici. Je peux prendre cette pièce et venir la tourner comme ça, puisque j'ai une rainure ici. Et je peux aussi la tourner comme ça, de par la forme cylindrique du doigt sortant. Sphérique à doigts, parce qu'on voit un doigt ici. Donc 2 rotations possibles. La liaison pivot, alors ici, c'est une cylindre-cylindre avec des arrêts axiaux, tout simplement. D'accord? Et donc là, j'ai qu'un seul degré de liberté, c'est cette rotation. Liaison hélicoïdale, qui ne comporte qu'un seul degré de liberté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans une hélicoïdale, il y a une translation possible, mais cette translation est fonction de la rotation de cette pièce, qu'on pourrait appeler la vis, par rapport à cette pièce qu'on pourrait appeler l'écrou. J'ai donc la relation translation suivant x est égal à P, le pas de l'hélice divisé par 2pi, fois la rotation suivant x. P, c'est le pas. Le pas, c'est quoi? C'est la distance entre un même filet en un tour de vis. Donc, si je fais 2pi radians tour de vis, c'est-à-dire Rx, alors j'aurai avancé de P. Donc la translation correspond à P fois Rx, mais divisé par 2pi. D'accord? Alors, ça correspond à P divisé par 2pi fois Rx, mais avec un signe plus ou moins suivant le sens dans lequel est mon hélice. Mon hélice, quand est-ce que je parle d'hélice à droite ou d'hélice à gauche? Pour savoir si je parle d'hélice à droite ou d'hélice à gauche, j'imagine déplier et mettre sur un plan rectangulaire, je déplie mon hélice sur ma feuille. Si mon hélice monte vers la droite quand j'ai déplié, c'est une hélice à droite. Si mon hélice monte vers la gauche, ça aurait été une hélice à gauche. J'aurai donc, ici, du plus P sur 2pi fois Rx si c'est une hélice à droite, et du moins P sur 2pi fois Rx si c'est une hélice à gauche. On en reparlera quand on abordera la séquence sur la cinématique. D'accord?
Donc, il nous reste quelques liaisons élémentaires. La liaison glissière ici, c'est une liaison qu'on appelle aussi prismatique, c'est-à-dire si je n'ai qu'une seule translation possible ou deux appuis plans orthogonaux finalement, alors je n'ai qu'une seule translation, un seul degré de liberté. Et ici la liaison encastrement, on a dit, ça constitue une seule classe d'équivalence cinématique, je n'ai aucune possibilité de mouvement. Maintenant, d'autres liaisons qu'on trouve et qui sont importantes, qu'est-ce qu'on pourra avoir? On pourra avoir des roues à denture extérieure, c'est-à-dire un engrenage. Ça, vous avez l'habitude. Des roues à denture intérieure. Ici, on voit la différence de représentation. Ça aussi, vous avez l'habitude, c'est un engrenage à denture intérieure. Ici, c'est un engrenage... Hop, pardon. Ici, c'est un engrenage conique. Et ici, c'est un secteur denté, c'est-à-dire que c'est une partie d'engrenage, si on veut. Hein, pour réutiliser des termes que vous connaissez. Très bien. Ici, nous avons la représentation d'une vis sans fin. On pourra donc représenter la vis sans fin avec la croix au milieu ici, en lien avec une roue à denture extérieure, par exemple, pour représenter une solution roue et vis sans fin. D'accord? C'est ce qu'on retrouve par exemple ici. D'accord? Ici, représentation d'une crémaillère. Crémaillère avec la ligne de contact. D'accord? Et on verra notre roue à denture extérieure venir sur la ligne de contact et on représente la crémaillère par ce petit symbole ici. Et ici, vous avez des exemples d'applications. Donc, engrenage à contact extérieur, engrenage à contact intérieur, engrenage conique, roue et vis sans fin, pignon crémaillère. Donc ici, une transmission poulie-courroie, d'accord, représentable de manière très simple. Et ici, des poulies étagées, c'est-à-dire des poulies qui ont différents diamètres suivant l'étage sélectionné. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de courroie, représenté par un petit symbole à côté qu'on voit ici en haut, d'accord? Des courroies plates, des courroies trapézoïdales, des courroies rondes ou des courroies crantées. Courroies crantées qui éviteront le glissement, empêcheront le glissement. Maintenant, nous allons encore une fois nous entraîner un petit peu. Vous allez avoir du temps pour le faire. Cette pince va se présenter à vous dans la vidéo et chercher l'ensemble des liaisons existantes entre les classes d'équivalence cinématique. Nous avons déjà repéré les classes d'équivalence cinématique dans la précédente vidéo. Alors, que peut-on constater et que peut-on observer comme liaison? On rappelle les classes d'équivalence cinématique, elles sont ici. 0 c'est en blanc, 1 c'est en violet, 2 c'est en vert, 3 c'est en rouge. En bleu c'est la pince, le mors de la pince 4 et 5 c'est le galet orange. Identifions les liaisons. On a déjà une glissière entre la pièce violette 1 et le bâti 0. Une glissière d'axe O0, X0. Ici, ça ne nous intéresse pas encore forcément. Entre 1 et 2, nous avons un pivot, d'accord, d'axe Z0. Ici, on a un pivot. On repère ça sur le dessin. Pourquoi une glissière? Parce que cette pièce peut translater, mais a priori ne peut pas tourner. On ne le sait pas, on ne le voit pas. On peut partir du principe qu'elle ne peut pas tourner. Donc c'est une glissière et un pivot, car on voit que la seule liberté, ici, on a un axe qui a été coupé. C'est une vue en coupe. Et donc, on a un axe, donc on voit qu'il y a un pivot. On repère encore un pivot entre la pièce 4 en bleu et la pièce 5 en orange, ici. On repère une ponctuelle, ici, entre la pièce orange et la pièce blanche. Alors, pourquoi ponctuelle? D'accord? Une ponctuelle entre la pièce orange et la pièce blanche. Pourquoi une ponctuelle? Parce que ce galet, ce sera une pièce certainement peu épaisse et on peut partir du principe que sa surface sera légèrement bombée. Si sa surface est légèrement bombée, alors il n'y aura qu'un seul point en contact entre la pièce orange et la pièce blanche. C'est-à-dire que le galet possède encore les 3 libertés de rotation. Donc on pourra modéliser ça par une ponctuelle. Ici, nous avons évidemment des pivots. Alors, pardon, ça c'est déjà fait. Nous avons des pivots au niveau des différentes biellettes. D'ailleurs, ici, il y a une erreur de flèche. Mais nous avons tout cet ensemble de pivots. On voit bien qu'il y en a 4. Hein. On a également un pivot
Ah, j'ai oublié de vous le flécher. On a également un pivot entre la pièce orange et la pièce bleue qui est ici. D'accord? Donc, pour résumer, que peut-on repérer sur ce dessin? La glissière entre la pièce violette et la pièce blanche. 4 pivots ici, entre les pièces rouges, vertes et les pièces bleues et violettes. Un pivot entre la pièce orange et la pièce bleue. Et enfin, une ponctuelle entre la pièce orange et la pièce blanche.